t'es à terre, et même Big Mom lui dit, non mais Kaido, tu ne peux pas tomber à terre comme ça aussi facilement. T'es un baiser ou quoi, frère? Respecte un peu, respectons un peu. En fait, la vitesse de Venujiro est vraiment légendaire. Pourquoi? Parce que regardez, ici on a quoi? Ici on a le groupe de Luffy. Donc c'est là où Sanji était au début quand Venujiro est apparu. Donc là, on va dire que Venujiro est apparu là ici. Il a été invoqué par Saturne ici. Venujiro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le tour de l'île pour tuer tous les pacifistas. Et une fois qu'il a fini de tuer tous les pacifistas, il est allé jusqu'à l'endroit où était Bonnie. Ok, tu as raison Nico Robin, selon mes calculs et la mécanique classique, il y a 100% de chances que le navire s'écrase. Donc tout le monde fait quoi? Et les préparatifs pour le coup de beurre sont terminés. Dès que Zoro et les autres seront là, on pourra foncer vers la mer. Mais il s'avère que le navire ne peut pas faire un tel saut, on compte sur tes capacités. Votre bateau est vraiment incroyable. J'admire votre courage, c'est ça qui fait que les miracles se produisent. Mais moi, je suis un scientifique. Et Edison, je veillerai à ce que votre navire atterrisse dans la mer. Ok, donc moi je pensais qu'Edison allait ouvrir le frontière dôme d'une certaine manière parce que potentiellement on peut l'ouvrir de l'extérieur en mode je pensais, tu vois, mais en fait pas du tout. Lui, ce qu'il va faire, c'est faire quelque chose pour que le bateau ne s'écrase pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas du tout. Mais on verra bien au final. On verra bien au final. Et du coup, moi, j'avais pas pensé à ceci, je l'avais complètement oublié. Je pensais pas qu'elle allait le sacrifier, mais je pense qu'elle va pouvoir s'en sortir exactement comme Lucci, pour moi, va pouvoir s'en sortir aussi. Ok, donc Edison qui dit faites-moi confiance, évaluation des dégâts extérieurs à 78%. Je ne vais pas mourir maintenant. C'est parti. Donc voilà, il quitte le frontière d'eau, mais ça c'est stylé, je kiffe beaucoup. Et là, voilà. Là, on a les vraies pages. Donc on va zoomer un peu. On se fait aspirer par le vent qui vient de l'île. Quelle puissance d'aspiration. Je peux pas avancer. Donc même les géants, ils sont soumis à cette puissance d'aspiration. Et ça, c'est ouf. Enfoiré, si t'as fait à ce point, t'as qu'à bouffer ce bâtiment et bam, il lui envoie un bâtiment. Je pense pas qu'il a mis un coup de poing, parce que dans l'espace, il s'était dit qu'il mettait un coup de poing, mais là, j'ai l'impression qu'il met un coup de pied, là, le fameux coup de pied H, là, et qu'il lui a envoyé vraiment dans la bouche. Je suis mort. Au Théma, comment il se plie et tout. Franchement, là, Oda, il se régale sur les dessins. Et c'est vrai que là, le chapitre est vraiment joli. Hein. Je suis assez choqué des résultats du dessin. En tout cas, il a raison de prendre des pauses. Je suis assez content pour lui. On continue. Donc, juste après, avoir envoyé le bâtiment dans la bouche de Jupiter, c'était marrant. Donc, les gens, ils arrêtent pas de rigoler. Luffy est crevé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, chapeau de paille? Pourquoi t'es devenu un vieillard? J'ai la dalle. T'as faim? Tu veux un peu de Hakarl? Tu Hakarl? C'est quoi cette odeur? C'est du requin fermenté. Voilà, je vous avais dit que c'était du poisson fermenté. Et du coup, c'est du requin fermenté. Et du coup, il le garde très longtemps. C'est très bon en termes de nutrition. Voilà, c'est très beau, c'est très gourmand, on va dire. Et c'est quelque chose qui se conserve plutôt bien de ouf. Donc Tonton Bark il nous dit Edison le GOAT. C'est vrai, Edison le GOAT. J'ai l'impression que tout le monde se sacrifie et ça, j'aime pas beaucoup. On va voir ce qui se passe après, mais je donne pas cher de la peau des Vegapunk. Hein. On dirait qu'ils sont tous éteindre un par un. Mais bon, on verra. Je pense quand même qu'il y en a un qui va forcément survivre et je sais pas c'est qui. Il y a moyen que ce soit Atlas parce que c'est elle qui est la plus loin. Sinon, il y a Lilith qui a pris 0 dégâts, donc il y a moyen que ce soit elle aussi. Ou sinon les trois, c'est ce que je préférais, mais j'ai l'impression que Oda il les a créés justement pour les détruire facilement.
Donc on continue. C'est du requin fermenté, la bouffe de secours de tous les guerriers d'Elbaf. Une fois qu'on s'y est habitué, c'est délicieux. Ouah, je me sens mieux. Ton corps fonctionne si simplement. T'es de retour à la normale. Ouais, c'est ça. Son corps, il fonctionne comme dans les cartoons. Et du coup, ça donne vraiment de la crédibilité au reste du manga. Où à chaque fois, on disait, ouais, mais comment il peut revenir comme ça? Il a juste à manger et tout. Et ben, c'est grâce à son fruit, tout simplement. Personne n'est capable de faire ça. Personne n'est capable de digérer rapidement. Et tout ça, c'est grâce à son fruit. Donc, c'est vraiment en termes de cohérence. Oda, il était cohérent dès le début. Et c'est nous qui avons juste pas les informations nécessaires pour comprendre que tout ça était cohérent de ouf. Donc, parfait. On continue. Donc là, attention aux sangliers. Gear Third Gomu Gomu no Red Rock. Juste pour rappel, donc là il met une patate, il met vraiment une patate de fourrin, vraiment une patate bien sévère. Et là le problème c'est ça. C'est ce que vous voyez là. Le problème c'est que là, il a vraiment du haki sur son poing. Il a des flammes sur son poing. Elle est dure sa tête. Et là le problème les gars c'est là. Là on a vraiment une démonstration d'une défense mais vraiment hardcore. Juste pour rappel, le Red Rock, c'est la version gigantesque, on va dire, du Red Hawk. Donc Red Hawk, en référence à Ace, où il met son coup de poing plein de haki avec la friction de l'air, ça crée des flammes. Et du coup, le Red Rock, il a été inventé, si je ne me trompe pas, d'après mes souvenirs, il a été inventé pendant le combat contre Kaido. Et là, quand Luffy a attaqué avec son Red Rock, il a couché Kaido en une patate. Donc Kaido, peau hyper résistante, empereur, hyper puissant, s'est fait coucher, momentanément évidemment, par un Red Rock. La même technique utilisée sur Walkyrie, 0 dégâts. Et c'est même Luffy qui prend des dégâts. Et ça c'est ouf les gars. Ça c'est ouf parce que là on a vraiment une démonstration de puissance qui est colossale. Et en fait, je me rappelais pas, je suis parti faire des recherches. Et dans les spoils, je savais pas que le Red Rock, c'était la fameuse technique qu'il avait fait sur le toit. La première attaque qu'il a fait contre Kaido sur le toit. Et Kaido a été à terre. Et même Big Mom lui dit, non mais Kaido, tu ne peux pas tomber à terre comme ça aussi facilement. T'es un baiser ou quoi, frère? Respecte un peu. Respectons un peu. Et là, le délire, c'est qu'on a vraiment cette démonstration de puissance. Donc il y a deux possibilités. Soit Oda, au fur et à mesure des chapitres, il a décidé de pas créer une cohérence entre les techniques et le futur. Genre, exemple simple, on a parlé du Gear Snake Man qui a battu Katakuri, mais le Gear Snake Man n'a fait aucun dégât à Kizaru. Donc en termes de hiérarchie, on a Katakuri tout en bas, Luffy au-dessus en termes de Snake Man, et au-dessus on a Kizaru. Donc Kizaru, face à Katakuri, aurait gagné. Donc là, c'est la déduction qu'on peut en faire. Le problème, c'est qu'il y a une potentielle où Oda a changé ses standards de puissance, on va dire ça comme ça, et qu'il ait décidé de ne pas prendre compte de ça et décider de se dire, voilà, on s'en fout de la cohérence et basta. Tu vois. Ce que je ne pense absolument pas. Je pense que Oda, la cohérence, c'est ce qu'il y a le plus important. Et du coup, juste pour faire écho à ce qu'on vient de voir là, Luffy, le Red Rock qu'il a mis à Kaido aurait couché Kaido, et dans le futur, il aurait décidé, Oda, de ne pas prendre en compte les attaques qu'il a fait à l'époque pour attaquer quelqu'un d'autre. Et pour moi, là aussi, je suis absolument pas d'accord sur le fait que Oda pourrait faire des techniques sans cohérence, tu vois. Faire en sorte que, par exemple, Walkyrie n'ait pas une défense aussi forte que celle de Kaido, alors qu'il a résisté à des coups que Kaido n'a pas résisté, entre guillemets, bien sûr. Le fameux Oda était bourré MDR. C'est ça. Oda, il était juste bien, il a pris 3 semaines à la plage, là. Il a bu un peu trop de saké, et là, cousin, il s'est lâché. Non, je rigole, mais moi, c'est ça, il n'y a que 2 possibilités. Il y a soit l'incohérence d'Oda, ce que je refuse de croire. Je veux bien qu'il y ait des incohérences à l'ancienne, Shanks c'est son bras qui se fait manger par un poisson. Ça, pour moi, c'est même pas une incohérence. Hein. Le coup du poisson et qui mange le bras de Shanks, c'est pas une incohérence. Pourquoi? Parce qu'on a vu à Marineford que Barbe Blanche pouvait prendre des coups d'épée, des coups de trucs et tout. Le haki n'est pas H24. Ça, je refuse de croire ça.
Le haki de l'observation H24, ça c'est vrai. Parce qu'on se rappelle Barbe Blanche qui se fait attaquer par Ace en mode malade. Barbe Blanche se réveille dans la nuit pour envoyer Ace bouler. Donc ça, le haki de l'observation H24, je veux bien. Mais le haki de l'armement H24, ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Parce que sinon, ça voudrait dire que toutes les blessures des personnes qui avaient le haki, le haki de l'armement, ça voudrait dire que tout ça c'est incohérent et ça je refuse de le croire. Je pense que Oda a une définition très précise de tout ça et qu'il va y avoir des explications bien plus tard. Donc vous inquiétez pas, je pense que on peut se faire blesser par des randoms. Même Luffy, hein, quand on le voit, il se fait blesser. Il peut se faire blesser par des personnes random pour moi, même s'il a son haki, tu vois. Enfin, s'il a son haki entre guillemets. Tu vois. Parce que là, pour moi, il a jamais son haki H24, Luffy. Ce serait pas logique, tu vois. Enfin, peu importe, on s'en fout. Maintenant qu'on a toutes ces informations, juste pour en terminer avec Walkyrie, pour moi, clairement, je vous le dis vraiment, mon intuition, des fois, elle peut me tromper, mais là, sur ce coup-là, je refuse de croire qu'elle me trompe. Pour moi, c'est clairement une démonstration de puissance. On a vu certains Tenryubito avoir une puissance d'attaque, on va dire. On a vu certaines Tenryubito avoir, comme Walkyrie, avoir le haki des rois et tout. Et en plus de ça, une défense vraiment très très résistante. Donc peut-être que c'est lié à son fruit du démon, comme je l'ai dit. Mais là, pour moi, c'est pas lié à son fruit du démon parce qu'il y a le haki sur le point de Luffy, tout simplement. Il y a le haki sur le point de Luffy. Et je refuse de croire que c'est une incohérence d'Oda. Pour moi, là, c'est vraiment une démonstration en mode merci le fruit du démon d'avoir des capacités spéciales pour pouvoir attaquer des personnes ultra puissantes comme le Gorosei. Je dirais même des personnes plus puissantes. Et là, on a vraiment l'attaque. Pour moi, c'est l'endroit le plus important du chapitre, les gars. C'est pour ça que je prends du temps. Parce que vraiment, quelqu'un qui tape avec du haki dans quelque chose et qui se fait mal à la main veut clairement dire que son haki est, entre guillemets, plus faible. Après, évidemment, il n'a pas revêtu le haki des rois. Mais ça veut dire que juste le haki de l'armement de Luffy est plus faible que celui de Walkyrie. Donc, potentiellement, il n'y a rien qui empêcherait que le haki des rois de Walkyrie soit plus fort que celui de Luffy, sachant que Luffy vient de le maîtriser, entre guillemets, et que on ne l'a pas trop vu l'utiliser. Après, il y a le Ryo, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais je suis désolé. Ça, c'est une patate, là, qui aurait dû coucher Kaido. On a vu Saturne se faire envoyer valser par même un coup de Kuma, par exemple, tu vois. Et là, ça ne l'a pas touché. Walkyrie, je sais pas ce qu'il a, mais voilà, il a mangé. Je sais pas ce qu'il a mangé, cousin, mais défense impénétrable. Impénétrable. Je pense d'ailleurs que ça doit être son point fort. On connaît les points forts des Tenryubito, donc l'endurance pour tout le Gorosei. Et c'est le gros point faible de Luffy. Et pour moi, certains Tenryubito vont être hyper rapides. Donc pour moi, c'est Ethan Baron. Clairement, il est hyper rapide. Je vous donnerai les preuves tout à l'heure. Et Saturne, je ne sais pas encore. Là, on a vu... je dirais pas Haki des rois pour Walkyrie, parce que pour moi, l'Haki des rois, c'est peut-être Jupiter. Et Walkyrie, juste vu que tout le monde utilise le Haki des rois, Oda a juste voulu faire la révélation avec lui. Mais Walkyrie, pour moi, c'est un adversaire de taille. Et son point fort, c'est la défense. Ensuite, il reste Mars, qui pourrait être l'Haki de l'observation, parce qu'on l'a vu avec les petits détails par rapport à la voix. J'entends une petite voix très faible et tout. Le fait de capter même les voix des escargophones, de tous les animaux et tout, pourrait faire de lui quelqu'un qui maîtrise le haki de l'observation comme personne. Et après, il resterait plus que Jupiter. Jupiter, je pense que ça doit être le personnage le plus équilibré de tous. En plus, il est jeune et tout, il doit être à son prime en termes d'âge. Non, je pense que ça pourrait être quelque chose de correct, de le voir comme ça. Jupiter équilibré, Ethan Baron, c'est la vitesse, Walkyrie, c'est la défense. Ensuite, on a Mars, c'est l'observation, et Saturne, c'est un peu tout, mais à une échelle un peu en dessous. Sachant qu'on a vu que Saturne, en termes de taille, il est vraiment petit comparé aux autres, alors qu'à l'époque, Saturne, c'était choquant de le voir aussi balèze, tu vois. Et en fait, il est encore plus petit que tous les Gorosei. Donc ça montre un petit peu l'échelle de hiérarchie et la différence de puissance. En tout cas, c'est des indices qui ont été donnés par Oda, mais je ne sais pas si on peut les prendre comme tels quels, mais je ne pense pas que ce soit inutile à ce point-là. Je pense que sincèrement, Oda a décidé de montrer les différentes échelles de puissance jusqu'à ce moment-là. Donc voilà, on continue. On a donc le fameux
Saturn qui arrive sur Punk Records, donc si je me trompe pas, et sortie arrière du laboratoire. D'ailleurs, il y a deux possibilités. Soit le dôme a été désactivé et je l'ai pas vu, parce que le dôme normalement il est activé, mais après peut-être il est invisible, donc forcément on n'est peut-être pas obligé de le voir. Ou soit, non je pense pas. Ou soit clairement il a traversé le dôme aussi facilement que tous les autres. Et ça me rend fou. Et ça me rend fou de savoir qu'ils peuvent traverser le dôme comme si comme si de rien n'était. Après, il y a quand même Edison qui l'a traversé. Mais bon, Edison, il a un joker, on va dire, il connaît bien le dôme. Il doit avoir des appareils sur lui qui est capable ouais, de résister plus simplement que les autres. Donc voilà. On continue. Côte nord-est, donc on arrive vers les géants. Et il y a un géant qui vient de se faire découper dans le dos, en plus, et on le voit grâce au dessin. Et là, on a le fameux Venujuro qui est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique, là, vraiment une dégaine monstrueuse. Je trouve que là aussi, c'est une des meilleures pages du chapitre. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel est le géant qui l'a découpé. J'ai regardé en détail, mais potentiellement, c'est le géant qui devait prendre soin du père de Bonnie. Hein, c'est qui? Ok, donc on a la dernière page du chapitre, je pensais pas. Étage du laboratoire de Punk Record. Katcha. Stella, il reste 1 minute. Comment ça, il reste 1 minute? Il l'a déjà dit tout à l'heure. Ok, il reste pas loin d'1 minute, maintenant il reste 1 minute. On va dire que c'était ça qu'il voulait dire. Du coup, là, à la fin du chapitre, il reste 1 minute, donc je pense qu'il reste un chapitre avant moi. Pour moi, comme je l'ai dit, dernière page du chapitre, du prochain chapitre, du 1113, on va commencer à dévoiler les informations de Vegapunk. Et en fait, les chapitres sont tellement ouf que là, on commence à un peu oublier le message, tu vois. On veut savoir, tu vois, mais là, il y a tellement d'informations qu'on se pose trop de questions, tu vois. Là, par exemple, pour moi, le plus important, d'après la construction du chapitre, c'est comment il s'appelle Mars, qu'est-ce que Mars est en train de regarder? Pour moi, ça, c'est une des choses les plus importantes. Pourtant, on pourrait dire carrément le contraire. On pourrait vraiment dire carrément le contraire. Donc là, il y a donc Mars qui dit le voilà, la chance a tourné Vegapunk. Et là, il y a donc comment on appelle ça? Le diffus escargophone. C'est moi, je l'appelle comme ça parce que je trouve que c'est plus joli. Page de couverture et color spread dans le prochain chapitre. Quoi? On a les deux? Ça veut dire qu'on aura la suite de la mini-histoire de. Pas, comment ça s'appelle? De Yamato, pardon. Peut-être la demande de Kinemon. On aura aussi un color spread, donc potentiellement avec des informations cachées qu'il faudra aller déceler. Et potentiellement un très très bon chapitre. Parce qu'après le chapitre prochain, si je me trompe pas, il y a une pause. Et après, il y a un chapitre et une pause, si je me trompe pas, d'après les. C'était il y a très longtemps, ils avaient dit ça avant la pause de 3 semaines. Ils avaient donné le planning des sorties de One Piece. Et j'espère que c'est pas ça, mais il me semble que là, il y aura un chapitre et encore une pause juste après. Donc chapitre, pause. Donc voilà, on a terminé ce petit chapitre. On va revenir vite fait sur ce qui se passe dans le monde de One Piece. Donc j'ai pas mal de trucs à vous dire. On va faire une petite analyse du chapitre. Donc analyse du chapitre, franchement pas mal. Franchement pas mal. On a vraiment une ascension en termes de puissance du début à la fin du chapitre au niveau du Gorosei. Donc plus on avance dans le chapitre, et plus on a des informations colossales qui soutient la puissance de chaque Gorosei. On a vu, d'ailleurs j'aimerais bien avoir l'avis des autres, là on va faire une réact très prochainement, parce que j'aimerais bien avoir l'avis des autres, savoir ce que pour eux, ce qu'ils en ont décelé par rapport à par exemple Paul Curie et la défense de ouf qu'il a, et aussi à Venujiro qui a une rapidité hors norme les gars, je pense que vous allez être choqués quand je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire tout simplement. Donc très bon chapitre, j'ai énormément aimé. On va théoriser sur qu'est-ce qui aurait pu être être au début là, en haut là, le truc qui aurait pu être au sommet du Punk Records, donc dans
dans la dernière page du chapitre, là, avec Mars, ce que regardait Mars, on va essayer de théoriser là-dessus. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et dans tous les cas, je ne doute même pas que ça puisse être quelque chose de colossal. Ça se peut que ce soit une technologie ou quelque chose qui a été créé pour justement retenir les personnes qui voudraient porter atteinte au pouvoir de Mars enfin pas au pouvoir, plutôt quelque chose pour retenir les personnes qui voulaient porter atteinte au message de Vegapunk. Donc quelqu'un qui pourrait résister au pouvoir de Mars, qui pourrait résister à pas mal de choses. Donc là, je vous mets la petite image pour vous expliquer à quel point Venujiro est ultra fort. Quand je dis ultra fort, c'est vraiment à des années-lumière de ce qu'on pourrait imaginer. On a quoi? On a dit... Je crois que c'était 1111. Hein. C'était juste pour vous montrer clairement des informations pertinentes. Parce que justement, on va justement détailler sur le pouvoir de Tenryubito. Je pense que c'est quelque chose d'important. Après, la plupart des choses, vous le savez, mais je vais ajouter des petits éléments. Donc là, je vais vous mettre la cam. Donc ici, les gars, on a donc la petite représentation de l'île d'Egghead avec tous les emplacements de chaque personnage. Donc ça a son importance. Du coup, c'était juste pour parler. Donc on a dit que Walkyrie était hyper puissant, qu'il avait vraiment le potentiel d'être vraiment quelqu'un de très très fort et surtout de très très résistant en termes de défense. Ensuite, on a parlé des autres, mais on a parlé aussi surtout de Ethan Baron, Venujiro. Et c'est là où je vais vous donner des informations pertinentes pour moi, parce que, en fait, ici, on voit la disposition de l'île. Donc ici, on a l'impression, par exemple, que là, c'est proche par rapport à la côte et qu'on pourrait sauter. Sauf que là, ici, on a le bateau. Et on sait qu'un coup de beurre, ça peut prendre 1 km. Ça veut dire que le bateau, le diamètre, on va dire, de l'île, fait plus même pas le diamètre, vraiment le rayon de l'île, fait plus d'1 kilomètre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la distance entre chaque zone. C'est-à-dire que moi, je dirais plus de 3 ou peut-être 4 km de rayon, donc un diamètre facile de 8 km, et ça ferait une île assez balèze, tu vois. Et du coup, juste pour en revenir à ça, Ethan Baron, Venujiro, lui, dans un chapitre, donc dans le chapitre 1110, si je ne me trompe pas, il faisait ça. Ça veut dire qu'il était là, et en fait, il faisait le tour de l'île pour geler tous les pacifistas et les attaquer. Et là, en fait, si je vous montre toutes ces informations, c'est parce que, en fait, la vitesse de Venujiro est vraiment légendaire. Pourquoi? Parce que, regardez, ici, on a quoi? Ici, on a le groupe de Luffy. Donc c'est là où Sanji était au début, quand Venujiro est apparu. Donc là, on va dire que Venujiro est apparu là, ici. Il a été invoqué par Saturne, ici. Venujiro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le tour de l'île pour tuer tous les pacifistas. Et une fois qu'il a fini de tuer tous les pacifistas, il est allé jusqu'à l'endroit où était Bonnie. Donc limite, il y est passé 2 fois. Il y est passé une fois. Après, il aurait pu faire dans l'autre sens, mais ça change rien. Dans tous les cas, il a dû faire le tour de l'île et passer 2 fois par cet endroit. Donc, il a dû passer une fois. Et il a dû croiser quelques personnes, mais pour lui, les plus importants, c'était de détruire les pacifistas pour conserver déjà la puissance des pacifistas, mais aussi pour faire en sorte que les bateaux soient pas trop détruits du Buster Call. Donc ça, c'est petit détail. Donc maintenant, il est passé une fois, il est passé une deuxième fois, et cette fois-ci, il est arrêté pour stopper Bonnie, Franky, donc le groupe de Bonnie, qui était vers le bateau. Il les a stoppés pour essayer de les intercepter. Donc voilà la distance qu'il a parcourue, alors que Sanji, il n'a même pas parcouru la moitié, mais même un quart de la distance que Venujiro a parcouru. C'est-à-dire qu'en termes de distance, Venujiro peut vraiment faire énormément de distance en très peu de temps. Et là, Sanji, qui est censé être l'homme le plus rapide de l'équipage, voire l'un des hommes les plus rapides de l'équipage, là on voit clairement, mais vraiment clairement, qu'il est à des années-lumière de ce que peut faire Venujiro. Comme je vous l'ai dit, Venujiro a fait 2 fois le tour de l'île, enfin 2 fois, en gros il était là, il a spawn ici, pendant que Sanji avait déjà pris de l'avance, il a réussi à faire le tour une fois, et revenir, donc le tour pour tuer tous les pacifistas, et revenir jusqu'à cette zone-là,
alors que Sanji est toujours pas arrivé. Donc ça montre à quel point la vitesse de Venujiro est vraiment à des années-lumière. Donc clairement, Venujiro, pour moi, son point fort, c'est la vitesse. C'est la vitesse et ça correspond étroitement à Sanji, qui lui aussi, son point fort, c'est la vitesse.